Bonjour, donc il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui me connaissent. Donc, pour les autres, jusqu'à l'année dernière, j'étais enseignant chercheur ici et j'ai pris une dispo pour m'occuper d'une boîte que j'ai créée il y a quelques années en utilisant principalement les techniques que j'enseignais en cours de génie logiciel. Et l'année dernière, déjà, on m'avait demandé de faire une intervention pour la nuit de l'info sur le fait de développer. Alors l'année dernière, ça s'appelait développer vite et bien, ce qui peut être prêté à sourire, on va dire. Mais donc, comment est-ce qu'on peut aller le plus vite possible, tout en étant efficace, sans perdre en termes de qualité? Donc vous avez normalement tous eu le titre. Pardon, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher, Sylvie? Rien. On s'arrête à 13h20. Donc vous allez franchir la porte pour aller à votre cours suivant. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir appris? Non. Rien? Je n'entends pas. Ok, donc développer vite et bien, ça veut dire quoi pour vous? Être performant. Avoir un code qui marche bien. Je ne vais pas mettre bien, je vais mettre juste ce qui marche. Performant, c'est quoi? C'est vaste. Pardon? Donc la performance, exécution. Économie de ressources. C'est qui les ressources? C'est quoi les ressources? Toujours sur performant? Donc la priorité, c'est d'avoir un code qui s'exécute vite, avec peu de ressources. C'est ça? J'ai pas de collègues qui font de l'optimisation ici parce que je leur ai laissé ma place. Alors ce que je vais parler aujourd'hui, si on veut garder mon performant, ça va pas vraiment être ça, mais plutôt comment moi en tant que développeur je peux être performant et efficace. Donc c'est intéressant parce que ça c'est un travers assez récurrent. On veut avoir quelque chose qui aille vite avant même d'avoir quelque chose. Alors, quelle est la meilleure ligne de code que vous ayez jamais écrite? Est-ce que vous arrivez à en visualiser une? Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, monsieur. Hello World? Pourquoi? Parce que c'est généré automatiquement et du coup j'ai rien fait. Ça je préfère. La meilleure ligne de code, c'est toujours celle qu'on n'écrit pas. Si on veut aller vite, essayez d'identifier tout ce que vous n'avez pas besoin de faire. Pardon, y compris ce qui est généré automatiquement. Une ligne de code, si on veut qu'elle fonctionne, puisqu'on a quand même dit du code qui marche, il va falloir l'écrire, il va falloir la tester, il va falloir la déployer, il va falloir la maintenir. Donc si vous écrivez du code qui ne sert à rien, vous testez du code qui ne sert à rien, vous déployez du code qui ne sert à rien, vous maintenez du code qui ne sert à rien, vous perdez votre temps. Donc on va garder code qui marche. Et on va mettre ici qualité. Hop. Alors à part du code qui marche, pour développer rapidement et efficacement, des idées? Je vois quasiment personne qui marche, donc c'est pas qui mâche, pardon, donc c'est pas parce que vous avez la bouche pleine que vous ne parlez pas. Alors,
Ok, on va prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous faites et qui n'est pas efficace? Donc si vous ne faites rien qui n'est pas efficace, c'est que vous êtes déjà optimum. Du copier-coller. Qui trouve que le copier-coller c'est mal. Donc vous trouvez tous que c'est bien faire du copier-coller. Alors, il faut savoir, c'est oui ou c'est non. Pourquoi non? Ça dépend. Ça, c'est bien comme réponse. Ça dépend. Il n'y a pas que ça. Pas que ça. Qu'est-ce qui est positif dans le copier-coller? C'est rapide pour avoir quoi? La même chose. Ça, c'est rapide pour avoir la même chose. Pardon. Pourquoi est-ce que c'est pas bien le copier-coller? Alors là maintenant, c'est la redondance de code. Donc c'est rapide parce qu'on a la même chose. Si dans la même chose il y a un bug, ça veut dire qu'on a dupliqué le bug. D'accord? Donc vaut mieux faire du copier-coller avec des choses qui marchent, c'est-à-dire qu'on a écrit, qu'on a testé, qu'on a déployé, qui est utilisé. Maintenant effectivement le copier-coller c'est positif, c'est rapide. On a quelque chose qui marche, qui ressemble à ce qu'on veut, donc copier-coller. En négatif, la maintenance, c'est pas l'acte de faire un copier-coller qui est mal, c'est le fait de laisser le copier-coller. Si on a fait un copier-coller, est-ce qu'on a suffisamment modifié ce qui existait pour que ce soit deux choses distinctes qui vont rester dans le logiciel? Ou est-ce que ça se ressemble beaucoup et dans ce cas-là, on a intérêt à faire un refactoring? Extraire une fonction, extraire une classe. Donc le copier-coller en soi, c'est pas négatif, mais attention, si vous laissez vos copier-coller un peu partout, là ça va devenir négatif et problématique. Et le copier-coller, c'est quand même, j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble, donc autant m'appuyer dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir la qualité? Ça sert à quoi d'écrire un logiciel qui ne marche pas bien, de le mettre en prod et de le maintenir? Ça sert à... Non, c'est faux. Ça sert à perdre de l'argent. Ça sert à perdre de l'argent, ça sert à perdre son sommeil aussi. Si tout est nul, vous vous demandez, est-ce que le serveur il ne va pas disjoncter demain matin ou je vais traîner en pleine nuit, etc. D'accord? Donc on évite de faire des choses qui sont de mauvaise qualité parce que de toute façon on va le traîner et c'est pire que de ne servir à rien. C'est que ça va nous pénaliser. Alors, quand je parle de tests, souvent les gens me disent mais monsieur, vous imaginez pas, on n'a pas le temps. C'est pas des tests. Que ce soit des étudiants, que ce soit dans les entreprises. Ah non, là on est déjà au taquet donc on ne va pas faire de tests. Donc le problème c'est que le coût de faire des tests de manière générale est moindre que le coût de subir toutes les conséquences d'un code de mauvaise qualité. Donc un conseil, faites du test. Et j'aurais envie de dire idéalement, donc là on part sur une discussion qui peut être un peu plus philosophique, faites des tests qui pilotent votre logiciel. Qu'est-ce qu'une bonne classe ou une bonne fonction ou un bon bout de code? Si vous deviez associer un seul mot aux bonnes classes, bon code, bonne méthode, ce serait quoi? Lisible. Ok. Mais encore. Donc qui fait ce qu'on attend. Je vais mettre qui marche, c'est plus court à écrire. Ok. Donc je vais mettre lisible simple. Générique. J'ai le temps qui grince avec le mot générique. Qu'est-ce que ça veut dire générique? Je ne sais pas qui a dit générique. Qu'est-ce que ça veut dire générique quand tu le dis? Ça je préfère déjà. Donc je vais pas mettre générique, je vais mettre réutilisable. Alors pourquoi j'aime pas générique? Petite anecdote, il y a quelques années, encadrement d'un projet, où il fallait faire un générateur de code. Et la personne qui a fait le générateur de code est revenue en me disant « Ouais, j'ai un générateur qui sait tout générer. » Donc il savait tellement tout générer, il avait tellement voulu penser générique dès le début,
que ça ne répondait même pas à la question. Donc attention quand vous entendez générique, ou quand vous dites générique, est-ce que c'est qui veut tout faire, auquel cas c'est quasi impossible, ou est-ce que c'est réutilisable? Ça c'est une qualité, c'est une bonne chose. Ça c'est pas toujours, ça dépend comment c'est fait. Et réutilisable, c'est pas forcément, ça n'implique pas qu'il va essayer d'anticiper tous les besoins. Ça va juste vouloir dire quelqu'un qui fait une chose et qui le fait bien. Donc on va retomber sur la simplicité. Pensez plutôt simple quand vous faites réutilisable. Un grand défaut quand on commence à faire de l'objet, nous, en tant qu'enseignant, quand on accompagne les gens, c'est de mettre plein de méthodes en se disant ben, un jour il en aura sans doute besoin. Donc ça, c'est dans le déchet. De faire des suppositions. Parce que j'ai fait un devis, un jour il faudra que j'imprime. Ça fait 3 ans que je fais des devis, je ne crois pas en avoir imprimé un seul. Vous voyez, c'est juste pour vous dire, même si ça peut sembler important de pouvoir le faire, c'est pas toujours le cas. Donc l'intérêt quand on fait du TDD, parce que c'est là qu'on est parti, on dirige notre code par les tests, et donc on dirige notre code par les besoins. Et quand est-ce que ma fonctionnalité peut être mise dans les mains du client? Quand elle répond aux tests qu'on a définis ensemble. J'ai un besoin, donc j'ai un test, donc j'ai du code qui va se retrouver en prod. Si j'ai pas un test qui me dit qu'il faut que j'écrive du code, eh ben je suis content, j'ai rien à faire. Et donc, je ne vais pas dire qu'on n'aura jamais de code inutile, mais on réduit fortement le code qui ne sert à rien dans l'application. Et une façon d'en faire plus, c'est d'en faire moins. Je l'ai volontairement lu à l'envers en français. Je vais pouvoir apporter plus de valeur à mon utilisateur, je vais pouvoir délivrer plus de fonctionnalités parce que globalement, je vais en faire moins. S'imaginez, je vais développer vite et bien, c'est-à-dire je vais apprendre à aller beaucoup plus vite, à faire plein de choses, c'est une erreur. Si quelqu'un est volontaire pour tenter un rail de coke avant de coder, moi ça ne m'intéresse pas, donc il paraît qu'on est plus efficace, je ne sais pas sur la durée, mais un moyen d'en faire plus, d'aller plus vite vers l'essentiel, c'est de réduire votre périmètre. De réduire votre quantité de café, de réduire ce que vous allez tenir. Donc développer, je ne sais plus comment c'est le titre cette fois-ci, c'est vite et efficacement, rapidement et efficacement. Rapidement et efficacement, c'est déjà commencer par sabrer tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'est pas vital. Alors parfois ça déroute un petit peu les utilisateurs et les clients, quand vous leur dites que vous ne voulez pas faire des fonctionnalités, ou que par rapport à un périmètre, mon pourcentage doit pas être bien respecté, hein, mais bon. Hop, on va trouver les 20% intéressants qui sont les plus importants qui vont apporter de la valeur, et les 80% qui restent, on va attendre. Typiquement, on fait un super cahier des charges qui est fait comme ça, voilà tout ce qu'on aimerait avoir dedans. Donc le principe du cahier des charges, c'est qu'on n'est plus des créateurs, on est des juristes. Tout ce qui n'est pas dedans, c'était pas à faire, tout ce qui est dedans, c'est à faire comme c'est écrit dedans, même si ça apporte pas de valeur, et ça c'est dommage. Quand on focalise sur l'essentiel, on peut livrer rapidement, et donc les gens, quand ils vont commencer à utiliser ces choses-là, de toute façon, ils vont se rendre compte que là-dedans, il y a des choses qui serviront à rien, et il y a d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui deviennent importantes. Et si dès le départ, on avait pris cette habitude de vouloir tout développer avant de livrer, on serait parti dans la mauvaise direction. Alors, qui dans la salle a un téléphone multicœur? C'est tout? Les autres n'ont pas de téléphone ou... Les pauvres. Non, ils ont de la chance. Dans votre téléphone, si vous avez un smartphone, vous avez au moins 2 puces, le CPU et le GPU. Alors, en gros, un qui s'occupe des calculs et l'autre qui s'occupe de l'affichage. Donc votre téléphone sait faire du multitâche. Qui dans la salle sait faire du multitâche? Moi, je sais pas. Hein. Bravo. Vous avez tous eu un cours de système? Ouais. Combien ça coûte de changer au niveau du scheduler un process par un autre process ou un thread par un autre thread? Ça coûte cher.
Parce qu'il y a un changement de contexte quand on passe d'un process à un autre process. Quand vous travaillez, c'est pareil. Quand vous faites plusieurs choses en même temps, quand vous passez de l'une à l'autre, ça vous demande un effort au niveau cérébral qui est je me remets dans le contexte de ce que je faisais avant. Donc typiquement, je vais commencer à écrire un bout de code. Alors si vous êtes dans une boîte, j'ai un appel d'un client, changement de contexte. Je reviens à mon bout de code, j'ai un mail qui arrive, changement de contexte. Tiens, qu'est-ce qui se passe sur... je ne vais pas sur Facebook, mais ça doit vous arriver au moins à certains d'entre vous, etc. Donc à chaque fois que vous changez de contexte, ça coûte cher et vous êtes moins efficace. Donc dans le même état d'esprit que là-bas, on va focaliser sur ce qui est important. Le focus, c'est aussi une tâche à la fois. Vous avez des projets en cours ? Ouais. Dans vos projets, est-ce que vous avez uniquement des tâches finies, une tâche en cours, des tâches à faire, ou plein de tâches qui ont été commencées et rien de terminé ? Ouais, vu les sourires, l'option 2, ça marche. Quand vous allez voir un client et que vous lui dites « Ah, j'ai bientôt fini, on est à 80%. » Ok, qu'est-ce qui est fini ? Ben rien, tout est à 80%. Donc pour l'utilisateur, c'est simple, il y a 0. Il n'y a rien puisqu'il ne peut rien avoir entre les mains. Donc une autre manière de dire les choses, c'est je travaille sur une fonctionnalité, je vais tout au bout. Je ne m'amuse pas à commencer plusieurs choses en parallèle parce qu'il n'y a rien qui est livrable, il n'y a rien qui est fini. On est le 3 décembre. On doit finir quelque chose pour le 3 janvier. Donc ça nous fait un mois, 31 jours, 30 avec Noël férié. Qu'est-ce qui va vous paraître le plus long, entre guillemets, en tant qu'utilisateur et même en tant que développeur ? C'est de commencer aujourd'hui et de, entre guillemets, tout, puisque ça ne voudra plus rien dire, tout livrer ici. Ou c'est tous les quelques jours, livrer un petit bout, plus le précédent, qui est encore là, livrer un petit bout, plus les précédents qui sont encore là, pour arriver au 3 janvier à tout. Je me concentre sur une tâche. Alors vous allez me dire, si on prend cette option-là, on peut faire effectivement un petit bout de base de données, un petit bout de machin, on va faire un bout ici, etc. Il n'y a rien qui est vraiment fini, mais c'est une mosaïque qui va se construire. En général, ça ne se passe pas aussi bien que les mosaïques. Pardon. Soit je prends une tâche, une fonctionnalité, je me concentre dessus, dès qu'elle est faite, je la déploie, et donc les gens peuvent commencer à l'utiliser. Et l'intérêt, c'est que ici, dès le lendemain, vous aurez des retours, et donc vous pourrez, corriger potentiellement ce que vous avez fait, mais 2, éviter de faire de nouveau la même erreur que vous avez pu faire certaines fois. Ou alors 2, quand on va attaquer la deuxième fonctionnalité, on va vous faire remarquer que c'était pas exactement ce que je voulais dire. Et ça, c'est logique. D'accord ? Votre voiture préférée aujourd'hui ? 207 Peugeot. Monsieur achète français, c'est bien. Damien, ta voiture préférée ? Logan Non, c'est le modèle, Logan, ça veut rien dire. Quoi ? Le modèle ? Logan, c'est un modèle. C'est un modèle ? Oui, c'est Dacia la marque. D'accord, ça marche. Ma voiture, elle a 2 roues, si tu veux, donc... Logan, ok. Toi qui rigoles là. Ouais. Non, derrière. Non, ici. D'accord. Ok, quatrième. Avec un sweat rouge et une veste. Voilà. Lotus. Une hélice, ça ira. Ok, donc ça c'est aujourd'hui. Maintenant, dans 10 ans, vous êtes marié, 4 enfants. Laquelle de ces voitures, à part Damien qu'on a déjà, marche encore ? D'accord ? Allez, même sans aller à 4 enfants, on va dire plus 10 ans, 2 enfants. Il n'y en a plus aucune qui marche. Pourquoi ? Parce que votre besoin, il évolue. Et c'est logique. Lorsqu'on est sur un développement logiciel, c'est pareil, le besoin il va évoluer. Ici, crac, nouvelle réglementation. Réglementation.
TVA, elle passe c'est pas le crack va tomber au 1er janvier, je crois que la TVA passe à 20%. Donc ça c'est un récurrent. Après on pourrait trouver un autre truc où il y aura soit une taxe supplémentaire, soit il y a une façon qu'on avait de faire notre activité qui change parce que la réglementation nous oblige à faire quelque chose de différent. Ça parfois on peut les anticiper, ça parfois on ne peut pas les anticiper. Je défie quiconque qui faisait des logiciels de gestion des heures du personnel il y a 10 ans de prévoir qu'il y aurait une loi qui demanderait de tracer la pénibilité des gens. D'accord ? Donc comme on ne peut pas tout anticiper, on focalise sur ce qu'on sait, sur ce qu'on est en train de livrer pour que ça apporte de la valeur. Et, quelque part, on sait qu'on aura du changement. Et qu'il va falloir le gérer. Si vous commencez à vous dire on va tout lister et ça ne bougera plus, vous êtes déjà cuit. Je ne sais plus combien de temps il a fallu pour créer le grand stade. Mais de mémoire, quand ils ont commencé à construire le grand stade, le toit n'était pas opérationnel, voire ils ne savaient pas forcément exactement comment ils s'y prendraient. Mais ils savaient que le temps de monter les murs, ils trouveraient une solution. J'ai envie de dire, quand on est en train de faire les fondations, de savoir si le toit il va faire comme ça, il va faire comme ça n'a pas forcément d'importance ou d'impact. Ça, c'est ce qu'on appelle le just in time. Faites les choses quand ça devient nécessaire et ne faites que les choses qui sont nécessaires. On dit qu'un bon développeur est un paresseux. Ouais, c'est clair. Il y arrive. Il a mis. Alors, note de Nanidit. Vous n'en aurez pas besoin. On l'applique sur toutes les fonctionnalités où au jour d'aujourd'hui on n'a pas de certitude qu'elles seront nécessaires. Et donc, comme on n'a pas de certitude qu'elles seront nécessaires, on ne les fait pas. Si j'ai moins de choses à faire, je vais aller plus vite au résultat, a priori. Ça va plus vite de marcher 1 km que d'en marcher 10. Quand on fait logiciel, pardon, ça va plus vite de faire 3 fonctionnalités que d'en faire 12. C'est logique. Et si dans les 12, il y en a 3 qui sont importantes et le reste, on n'est pas sûr que ça va apporter de valeur, et bien c'est dommage de les faire. Qui plus est si on a commencé par celles qui servent à rien. Alors, qui a une bonne technique pour réussir ses projets à chaque fois? Personne? Donc, vous ratez tous vos projets et vos TP ou... Un peu. Oui? Alors, comment vous faites pour essayer de réussir au mieux vos TP et vos projets? Alors, on définit des tâches, on les priorise, on répartit par priorité. Alors, on définit des tâches, on priorise, on répartit, et tu as terminé par... Ensuite, on fait les tâches dans l'ordre de priorité comme ça. On suit le plan, quoi. Ouais. Alors, je suis d'accord jusque-là. Après, ça peut changer suivant les problèmes qui interviennent. Tout à fait. C'est un peu la théorie idéale. Alors, la théorie, peut-être l'idéal... Je connais aucune application directe de ça qui ait marché, donc a priori je ne qualifierais pas d'idéal. Mais là encore, je reconnais que c'est subjectif. Donc l'idée, c'est que cette chose-là se fasse sur un minimum de choses. Puisque ça ne va pas passer l'épreuve du temps, si je fais ça sur 6 mois, je vais me bouffer les doigts. Si jamais je le fais sur 1 semaine,
ça aura déjà moins le temps de changer, et comme ce sera sur moins de choses, ce sera plus efficace. Je ne sais plus quel général de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas Eisenhower, a dit la planification c'est important, mais les plans ça sert à rien. C'est-à-dire que de réfléchir à comment on va s'y prendre c'est important. Par contre, une fois que tu es sur le champ de bataille, tes plans tu les jettes et tu utilises ton cerveau pour réagir au mieux par rapport à tout ce que tu as pu acquérir pendant la planification, en connaissance, et pour réagir par rapport à ce qui se passe. Donc là c'est un peu pareil. Si on pense méthode agile, on va changer. Si on pense démarche agile, parce que méthode c'est peut-être discutable comme mot, il y a toujours une phase de planification. L'agilité, c'est pas juste j'ai au petit bonheur la chance. Il y a une phase de planification. Par contre, on n'écrit rien dans le marbre, premièrement, et deuxièmement, on ne va pas planifier tout en sachant que ça servira à rien. Et j'ai encore la semaine dernière discuté avec une amie qui est dans une grosse une SS2I qui bosse sur des projets pourtant avec une approche type Scrum, où il y a une personne dans son équipe qui donne l'impression de passer son temps à faire du planning. J'avais accompagné un étudiant de thèse il y a quelques années qui avait fait un truc qui permettait aux étudiants de thèse de passer quelques jours en entreprise. On a vu l'entreprise avec lui et un collègue 3 ou 4 semaines de suite. Tous les vendredis, le gars il venait avec un nouveau planning et il prenait 2 jours à faire son planning. 2 jours par semaine. Pour que la durée de vie soit inférieure à 1 semaine. Et là. Pile poil dans cette case-là. Ça sert à quoi que je passe 2 jours par semaine à faire un truc qui ne va pas survivre la semaine? Évidemment, vous mieux arrêter. Donc focaliser sur l'essentiel. Et là, c'est votre utilisateur. Alors c'est qui votre utilisateur? Quand vous êtes dans une entreprise, c'est le client. C'est mieux d'ailleurs que ce soit l'utilisateur qui va vraiment être devant le logiciel plutôt que le gars qui paye. Parce que le gars qui paye parfois a des idées qui ne sont pas les bonnes sur le terrain. Quand c'est un TP ou un projet, votre client c'est le prof. Donc la plus mauvaise chose que vous puissiez faire sur un projet, c'est de supposer que le prof demande quelque chose. D'accord? Ne supposez pas. Si vous posez la question, vous posez-la au prof, il va vous dire quelle est la bonne ou la mauvaise des approches à suivre. Une grosse erreur, c'est de ne pas poser de questions. La meilleure qualité d'après vous d'un développeur ou d'un architecte ou d'un ingénieur en informatique, quelle que soit la discipline en informatique, la meilleure qualité qu'on puisse avoir, c'est quoi? Pardon? Curiosité, c'est intéressant, ouais. Tout à fait. À part ça, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne vois pas qui parle. Ouais. Troisième option? Quatrième, cinquième, vous avez d'autres idées? Savoir poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Ouais. La fainéantise. Alors je vais mettre la paresse parce qu'on m'a expliqué que fainéant c'est je ne fais rien, que être paresseux c'est j'en fais le moins possible pour atteindre l'objectif. Mais je suis d'accord. Paresseux. Hop. Alors je suis d'accord avec les 4. Mais une qu'on oublie souvent, et merci de l'avoir citée, c'est celle-là. Et pour moi qui découle, parce que c'est quoi une bonne question pour la personne qui a dit de poser les bonnes questions? C'est une question qui va permettre de mieux cerner le besoin du client. D'accord? Comment est-ce que je sais que ma question va mieux permettre de cerner le besoin? Est-ce que ça pointe sur un endroit, quelque chose que le client avait oublié de dire? Ouais, comment je vais être sûr à chaque fois de poser les bonnes questions, de trouver les endroits où il a oublié d'en parler? Comment on marche par itération, à chaque fois on va pouvoir reposer des questions sur des points qui n'avaient pas été précisés à l'élaboration du cahier des charges. D'accord, donc effectivement il y a une part d'expérience. Pardon. Mais après, il y en a une bonne partie des bonnes questions qui découlent de l'écoute. Parce que je n'ai pas une liste de bonnes questions à poser quand je démarre un projet. Par contre, en écoutant les gens, il y a des choses qui vont venir. Donc, dans certaines approches, il y a les 5 pourquoi, ou les 5 whys. Quand on parle de quelque chose, je pose 5 fois la question pourquoi.
Je veux faire telle action, pourquoi parce que ceci. Et en fait, quand on a posé le cinquième, en général, on s'approche en tout cas d'une des raisons qui fait qu'on veut faire telle chose. Et ça permet à des moments de ne pas se limiter à la première réponse, et donc de rester dans quelque chose qui est intéressant, et pas juste d'avoir compris en surface et d'être à côté de la banque. Et c'est pas facile. Mais donc l'écoute, si je suis paresseux mais que j'écoute personne, ça va être facile, hein. Je ne vais pas me fouler, mais je ne vais pas forcément amener de la valeur aux gens. Si je suis curieux mais que, entre guillemets, je le fais d'une manière un peu selfish, c'est-à-dire que je ne m'occupe que de moi, c'est pareil, je ne vais pas apporter de valeur aux autres. Vos projets, vos TP, vos produits par la suite, etc., ça vient en général d'un truc qui est ce qu'on appelle assez couramment le besoin utilisateur. Même si on va me dire, oui, mais John Ford a dit que si j'avais écouté mes utilisateurs, ils m'auraient demandé un cheval qui va vite, d'autres sites Steve Jobs qui disent que de toute façon, l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut, etc. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais si j'écoute personne, je peux avoir un truc génial si ça intéresse personne. Donc on peut écouter aussi bien ce que les gens ont envie que, ou aussi, disons, on peut autant écouter les difficultés qu'ils rencontrent. Quelque chose que j'aime pas quand je suis face à un client, c'est qu'il me dise voilà ce que je veux. Parce qu'en général, c'est pas exactement ce qui va lui apporter le plus de valeur. Et ça se limite souvent à mon tableau Excel, je veux sur un portail. Et là, vous faites yes. Google Doc. Donc, il faut que je l'écoute, et si possible, ce qui m'intéresse, c'est les difficultés. Alors, tout le monde n'a pas forcément ces profils-là, mais un truc que j'adore, c'est aller passer un peu de temps chez le client, à le voir travailler. Et là, vous posez les questions, mais pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous travaillez comme ci, pourquoi vous travaillez comme ça. Donc, le genre de réponse qui est super intéressante, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors, parfois, ça se justifie, il y a un process qui a été défini, qui a ses raisons, soit en termes de qualité, soit en termes de sécurité, soit en termes de réglementation, et on est obligé de le suivre. Mais parfois, c'est juste par habitude. Il y a une histoire comme ça où quelqu'un demande à une personne pourquoi est-ce que tu coupes un bout de ton rôti quand tu mets dans le plat. La réponse de la personne, c'est ma mère l'a toujours fait, donc je fais pareil. Bon, je vais demander à la mère, pourquoi tu coupes parce que j'ai toujours fait ça, mes mères faisaient pareil. Ils vont voir la grand-mère, coup de bol, elle est encore en vie, qui explique la première fois, le plat était trop court. D'accord? Donc je fais des choses qui sont tellement stupides, mais juste parce que j'ai l'habitude de les faire. Et on en fait tous, hein. Je ne suis pas exempt de faire ce genre de bêtises parfois, qui est, on est dans une routine, on réfléchit moins, on remet moins en cause, parce que c'est vrai que c'est fatigant de toujours remettre en cause. Et dans cette routine, on ne se rend pas compte qu'on fait un truc qui est totalement absurde. C'est pareil quand je fais du développement. Pourquoi est-ce que tu fais ça dans ton process de développement? On a toujours fait comme ça. Puis on se rend compte que ça ne sert à rien. Ping, ça tombe dans la case déchets. Donc comme ça tombe dans la case déchets, on peut déjà le supprimer. On a gagné du temps. Donc on va aller plus vite et donc on va être plus efficace. Donc l'écoute, c'est central. Un mauvais développeur qui sait écouter, a priori, apportera plus de valeur aux gens qu'un bon développeur qui ne sait pas écouter. Quand je parle de bon et de mauvais développeur, c'est la qualité du code que vous pouvez produire. Pardon. Mais la qualité, ça doit rester essentiel. Donc la qualité, c'est aussi bien en termes de ce que ça apporte aux gens, que en termes de est-ce que mon code va être maintenable, est-ce qu'il est lisible, est-ce que j'ai confiance, est-ce qu'à chaque fois que je déploie, je brûle un cierge, ou est-ce que j'appuie sur Go et puis je suis serein. Donc ça devrait rester non négociable. Et si la seule façon de faire baisser le coût, c'est de baisser la qualité, personnellement, je préfère ne pas continuer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais chose qui ne me parle pas. Donc vite et bien, on peut penser parfois que c'est incompatible. Ça reste compatible si on en fait moins. Le bien, on va dire, la qualité reste stable. Et puis pour aller plus vite, on va moins en faire. Donc si vous voulez un mot qui rentre ici, c'est lean. Et c'est une façon, une démarche
Donc le premier, même si ça ne s'appelle pas forcément comme ça en avoir parlé, c'est Demings, qui est un Américain, qui a fait partie, si je ne dis pas de bêtises, des gens qui ont été envoyés au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour aider à reconstruire le Japon. Ou alors, si j'ai mal compris, ce serait des Japonais qui sont aux États-Unis pour étudier ça. Des gens comme Toyota ont complètement embrassé on dit embrace en anglais, ce qu'on dit embrasser, adopté cette philosophie. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, Toyota a failli déposer le bilan et ils sont passés il n'y a pas très longtemps devant General Motors. C'est juste pour dire que ça a passé quand même l'épreuve d'un certain nombre d'années. Ce qui est rigolo, c'est qu'aux États-Unis, il y a très peu de gens qui en font dans l'industrie automobile. Alors depuis quelques années, par contre, dans le monde de l'informatique, il y a beaucoup de gens qui vont piocher ces idées qui nous semblent intéressantes et qui les appliquent, soit directement, soit en les transposant, dans la construction d'un projet logiciel. Alors, un contre-exemple du en faire moins, à des moments, on ne sait pas forcément quelle sera la bonne technique pour faire quelque chose, et bien, ce n'est pas forcément du gaspillage d'en faire plusieurs en parallèle. Plutôt que d'en prendre une en se disant, ce sera peut-être celle-là et de se planter, on fait plusieurs options qu'on développe en parallèle, et dès qu'on en a une qui valide que c'est la bonne, on laisse tomber les autres et on part sur celle-là. Entre 15 et 17 moteurs développés en parallèle quand ils ont fait la Prius chez Toyota. Ils ont construit des moteurs différents, des choses physiques, donc quand un coup, pour trouver celui qui répondait mieux aux besoins. En informatique, ça coûte moins cher de faire plusieurs versions. Il y a quelques années, en IAGL, j'avais demandé de faire des projets. Et il y a un groupe qui ne savait pas trop quelle technologie prendre. Ils ont pris 2 technos, Python plus Django et PHP, et ils ont fait les 2 premières itérations dans les 2 technos en parallèle, pour voir qu'est-ce qui, avec un peu de recul, semblerait le plus facile à utiliser par la suite. Il y a une technologie qu'ils connaissaient tous en groupe, une technologie que personne ne connaissait, peut-être un. Et ben, ils sont restés au bout de 15 jours sur celle qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils se sentaient plus efficaces avec. Voilà. Là, c'était pas du déchet, on pourrait dire qu'on a fait 2 choses à la ligne de trop. Non, non, ça a permis d'apprendre des choses. Quand on fait des itérations, c'est pareil, apprenez de vos premières itérations. Et après, quand on fait plusieurs projets, apprenez de vos projets précédents. Donc, faites-en moins, toujours moins. C'est vrai que parfois c'est rigolo d'utiliser un nouveau framework, c'est rigolo de faire des trucs un peu pour titiller les neurones. Maintenant, si sur ce projet-là, c'est pas ce qu'apporte de la valeur à votre client, évitez de le faire. Avec certains de mes clients, je pense qu'on m'aurait donné ces projets-là en TP licence, j'aurais demandé au prof d'avoir un truc un peu plus sérieux. Parce que, informatiquement parlant, il n'y a pas grand-chose. La valeur a été de comprendre le besoin et de faire quelque chose qui y répond. Mais il n'y a pas d'innovation technologique derrière. Il y a une innovation de service, mais il n'y a pas d'innovation technologique. Qui applique ça aujourd'hui? Vous êtes tous en... Qui est en M1? Vous faites déjà des M1? Si on veut la main, du coup là. Ok. Qui applique ça aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avant de mettre une méthode dans mon code, je me demande est-ce qu'il y a un besoin identifié clairement qui me la demande ou je la mets au cas où plus tard j'en aurai besoin. Donc qui ne met rien tant qu'il n'y a pas quelque chose qui lui impose de le mettre? Voilà. Pour tous les autres, là il y a un gain qui est facile. Qu'est-ce qu'il y a de encore mieux? Qu'est-ce qu'il y a encore mieux que de ne pas écrire une ligne de code? Il y a écrire, il n'y a pas écrire, il y a enlever. Yes! Mais c'est quelqu'un qui connaît un peu. Vous demandez aux anciens collègues de ne pas trop participer. Si vous avez quelque chose qui ne sert plus, shootez-le. J'enlève une ligne de code. J'enlève les tests qui ont permis d'écrire cette ligne de code. J'enlève ça de mon processus de déploiement. Moi, mais un jour, j'en aurai peut-être besoin. Ce jour-là, on la remettra. Qui utilise un gestionnaire de sources? Ok, pour tous les autres, en sortant, vous regardez ce qui est JIT, Mercurial, SVN. Prenez celui que vous voulez, vous en apprenez un et vous l'utilisez. Parce qu'il trace l'histoire de votre projet. Et donc, quand on n'a pas besoin de quelque chose, je peux le supprimer de mon code qui va être mis en prod, mais il sera quelque part dans mon historique et je pourrai le retrouver si un jour j'en ai besoin.
Ensuite, c'est super confortable, même quand on est tout seul. La plupart des projets, je développe tout seul. Je commit très souvent, donc à un moment donné, c'est un truc qui ne me plaît pas, je reviens en arrière, je perds quoi au maximum, on va dire 2 fois 25 minutes, donc 1 heure de travail. Et donc ça ne me coûte pas très cher d'annuler quelque chose que je viens de faire. Si jamais je dois retrouver tous les endroits où j'ai modifié des choses dans l'heure qui vient de passer, ça va être un peu chaud les mains. Et sur des projets, même quand on prend ces approches-là, on peut se rendre compte au bout d'un moment qu'on a du code qui ne sert plus, donc on le supprime. Il y a des fonctionnalités que j'ai mis en prod il y a quelques mois, qui ont été retirées la semaine dernière ou 15 jours, je ne sais plus, parce que au départ la personne voulait du reporting, et puis après on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne manière de faire, etc. Il valait mieux le mettre ailleurs. Et maintenant le reporting finalement est intégré dans l'application, donc le module reporting il a été shooté. Et bien ça fait toujours ça, dans lequel il n'y aura pas des bugs qui vont apparaître un jour ou l'autre, parce que ce code il est là, et il faut continuer à le maintenir, à le tester, etc. Alors celui-là c'est pas facile, je le reconnais, mais essayez au maximum de le faire. Alors une technique, c'est de travailler sur des petites itérations. En général, ceux qui m'ont déjà eu se rappellent qu'ils adoraient les cours de test, parce que toutes les 25 minutes, je mettais tout le monde dehors. Donc ça, si vous entendez, ah putain, ceux-là ils m'ont eu. Si je travaille 2 heures non-stop, ça fait quand même pas mal de minutes qui peuvent être interrompues. Si je travaille juste par séquence de 25 minutes, il y a moins de risques que ce soit interrompu. Et globalement, à part le mail qui reçoit les erreurs serveurs, personnellement, quand je travaille sur du code, le mail est fermé, le navigateur il est fermé, sauf celui qui me sert en private browsing pour faire du test. Tout ce qui est des notifications, c'est éteint. Parce que je sais qu'à chaque fois que je vais être interrompu, je vais être moins efficace. Et donc, ça va, sur la journée, pas être génial. Et puis à des moments, je vais me faire 25 minutes, plutôt en fin de matinée ou en fin de journée, à traiter les mails que j'ai pu recevoir, etc. Donc j'essaie de faire au maximum les choses par batch. Voilà, je me fais tant de minutes à faire du code, ou du mail, ou rappeler des clients, ou faire de l'administratif. Il faut bien en faire. Et donc je peux être concentré. Et donc en général, je suis plus performant. Je n'ai pas de phase de je me remets à ce que j'étais en train de faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais si toutes les 25 minutes, il y a votre truc qui vous interrompt, alors que vous pourriez être plus efficace en travaillant longtemps. Le problème, c'est que votre performance, elle baisse avec le temps. Et le fait de faire une pause toutes les 25 minutes, ça m'aide, premièrement, à éviter cette fatigue qui s'installe insidieusement, parce que toutes les 25 minutes, je vais me faire, soit je vais me lever, je vais marcher un petit peu, je vais faire un truc. Et puis, ça permet de se faire des petits objectifs. J'ai, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, mais a priori c'est sûr, même si vous n'êtes pas forcément conscient, au fin fond de notre cerveau, il y a le cerveau reptilien, celui qui est le fight or flight, c'est-à-dire je combats ou je me bats en courant. Donc c'est de là que naît, entre autres, la peur. Ce cerveau-là, qu'est-ce qu'il va dire? Si j'ai une montagne à déplacer, ça va peut-être m'inquiéter, et donc je ne vais pas m'y mettre. Si j'ai 2 pelles de sable à déplacer, ça va aller vite. Donc j'ai moins peur de le faire, donc je vais m'y mettre. Donc l'idée de décomposer en plus petits morceaux, c'est de se donner des plus petits objectifs. Et quand en plus on arrive à caler sur du dev un test, le code qui fait passer un commit, on a gagné parce qu'à chaque fois on a un petit quelque chose en plus. Ensuite, à force de travailler par des séquences qui soient fixes, même si dans la pratique par la suite vous ne mettez pas 25 minutes, eh bien, on est plus à même d'avoir une idée du temps que ça va prendre en termes de nombre de séquences ou de ce qu'on est capable de produire en 25, en 40, en une attente. Donc ça c'est intéressant. Ça donne un rythme. Et puis ça vous permet de vous mettre, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si pendant 25 minutes vous n'êtes pas disponible. Donc parfois on peut se permettre de faire un blackout pendant 25 minutes, qu'on ne pourrait pas forcément se permettre d'en faire un pendant 2 heures. Donc ça amène du rythme, c'est sympa. Ça évite aussi d'avoir bossé une demi-journée non-stop et qu'à la fin de la demi-journée se demander ce qu'on a fait. On a avancé un petit peu sur différentes choses, on n'a pas forcément eu d'objectif bien clair, etc. Que lorsqu'on donne 25 minutes pour faire sur quelque chose, a priori, on donne un objectif un peu plus précis parce que sinon, ou alors c'est je passe 25 minutes à méditer ou à glander. C'est bien aussi. Hop. Des questions, des remarques? Qu'est-ce qui
plaît pas dans tout ce que j'ai dit ou écrit. Une chose qui vous plaît pas. C'est pas possible que tout vous plaise, donc vous devez trouver une chose qui vous plaît pas. Ok. Ce midi, c'était bisounours, tout va bien. Ouais. Quand vous dites une tâche à la fois, si jamais on bloque sur quelque chose, peut-être qu'on peut essayer de passer à autre chose pour gagner un petit peu de temps. Ouais, c'est une bonne technique pour effectivement interrompre ce qu'on fait. Et c'est pas incompatible avec une seule tâche à la fois. C'est-à-dire que là, je bloque sur quelque chose, donc je vais passer à autre chose pour me changer les idées. Mais c'est pas je passe mon temps à faire un ping-pong. Effectivement, à des moments, quand on bloque, le meilleur truc à faire, c'est de faire autre chose, voire d'aller se coucher. Parce que souvent, quand on se lève le matin, c'est mieux qu'à minuit. Mais... Donc l'interruption, elle a aussi du bon. Ça permet de sortir à des moments et de lever un peu la tête du guidon. Quand on est toujours à coder, on ne voit pas forcément qu'on est dans la mauvaise direction. Quand à des moments on lève un peu la tête, on peut prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait. Donc oui. Moi j'aime pas le truc des 25 minutes, parce que vous dites que changer de contexte, ça fait perdre du temps, ça prend du temps, etc. Ouais. Et en fait, sur toutes les 25 minutes, on fait autre chose, enfin, pendant 5 minutes on fait autre chose, puis après on revient, et je trouve que quand j'arrive à me mettre vraiment dans un état de concentration avancé, Ouais. et j'arrive à passer 2, 3, 4 heures, voire plus, à vraiment coder, je sais que j'arrive à faire des sessions où j'avance vraiment. Au bout de X heures, alors c'est pas tous les jours qu'on arrive à se mettre, il faut être bien reposé, tout machin. Ouais. Au moins on change pas de contexte et vraiment on arrive à avoir ce focus pendant. En plus, l'humain est capable d'avoir ce focus pendant un long moment. 1h30 max, personne n'a rien à faire plus. De ce que j'ai pu lire dans la littérature par les psy, machin, bidules qui ont fait des études. Au-delà d'1h30, j'ai vu personne qui était optimum en termes qui était efficace et qui pouvait se concentrer. Ton cerveau, au bout d'un moment, il s'arrête, il fait une pause, lui, de toute façon. Après, chacun doit se connaître aussi, mais chacun doit trouver ses propres techniques. Est-ce que c'est marqué Messie ou Jésus ici? Non, je sais bien, mais pour moi, vraiment, je dis ce que j'aime pas. C'était très bien, c'est ce que je demandais. C'est ça, c'est changer tout le temps, et moi, ça me bloque complètement. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, deux choses. La première, c'est au bout de mes 25 minutes, c'est pas je vais me mettre à faire autre chose. Au contraire, je vais laisser mon cerveau au repos. Je vais faire une pause plutôt que de changer de contexte. Donc, je vais peut-être quitter un contexte, mais je ne vais pas en entrer un nouveau. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, 25 minutes, c'est le gars qui a pondu ça, effectivement, ça me colle bien. Mais si pour toi, c'est 40 minutes ou 1h30, bah, mais 1h30. Mais, c'est pareil, tu dis concentrer pendant 4 ou 6 heures, ça t'arrive, soit, c'est possible. Alors, deux choses. Tu as fait remarquer que c'est pas tous les jours. Deuxième chose, j'imagine l'état dans lequel tu es après tes 6 heures. Dormir. Au moins, j'ai avancé sur mon. D'accord. Maintenant, attention au sprint comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 2 filles, dont une qui a 7 mois, qui n'a pas fait ses nuits depuis 7 mois. Donc, je suis un peu moins efficace. D'accord? Ce qui fait que quand j'ai bossé 4 heures, quand je parle 4 heures, c'est vraiment 4 heures intensives. C'est-à-dire, sur la journée, ça va peut-être me prendre 5 ou 6 heures. Mais je démarre le chrono quand je bosse pour un client, je l'arrête parce que c'est la base de ma facturation. Quand j'ai fait 4 heures, je suis... je ne vais pas dire mort, mais bien crevé. Par contre, je suis capable de faire ça tous les jours sur la semaine. Si jamais je me fais une journée à 8 heures, je suis sûr que je suis mort le reste de la semaine, il me faut 5 jours pour récupérer. Donc attention au mode sprint où vous êtes à fond, et puis après, il vous faut tellement de jours que pour récupérer, que si vous avez bossé 3 fois moins ce jour-là, sur la durée, vous auriez été plus efficace. Et là encore, ça dépend des gens. Il y a des gens peut-être qui sont plus efficaces à bosser à 12 heures le lundi, et puis rien le reste de la semaine, et puis d'autres qui préfèrent bosser 4 heures tous les jours. Mais trouvez un rythme qui vous corresponde, et qui permet, sur la durée, de tenir le coup, et d'être là aussi quand on a besoin de vous. L'autre truc par rapport au Pomodoro, c'est que c'est quelque chose qui permet aussi de lutter un peu contre la peur et la procrastination. C'est-à-dire que, j'ai tout ça, il y en a au moins pour 5 heures, ça peut me freiner à rentrer dedans, que, tiens, j'ai ça à faire là pour 25 minutes, là, je vais le mettre maintenant. C'est plus facile de se mettre dans une activité de 25 minutes que dans une activité de 5 heures. Maintenant, si tu n'as pas de problème de procrastination, pourquoi pas? Alors la procrastination, ça peut être négatif ou positif. La procrastination, c'est quelque chose que vous allez faire pour éviter de faire l'essentiel. Il y a 2 options quand on fait quelque chose pour éviter de faire autre chose. La première, c'est je glande. Parfois, c'est important pour votre cerveau de glander. Mais si à chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose d'important, vous glandez, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui avance.
Il y a un autre mode qui peut être un mode super productif qui est j'ai ça qui est super important à faire, il faut vraiment que j'y aille mais ça me gonfle. Et là je prends tous les items de ma to-do list qui sont juste après et je les dégomme les uns après les autres. J'ai une bonne excuse pour ne pas faire ce qui est super important, je fais autre chose, je fais plus. Donc la procrastination peut être à deux sens, c'est-à-dire que souvent on voit le côté négatif, on dit que c'est pas bien de procrastiner, etc. Mais ça peut être aussi super productif, parce que vous allez abattre plein de travail qui n'est peut-être pas le top dans votre priorité, mais au moins il y aura tout ça qui sera plus à faire. Et de toute façon, à des moments, de faire un peu de glandouille, c'est important. D'autres choses que vous n'aimez pas? Oui? C'est pas forcément quelque chose que j'aime pas, mais j'ai entendu dire qu'on était beaucoup plus efficace dans l'urgence et je voulais savoir ce que vous en pensez. Ouais. Bon, je suis d'accord. Ça va dépendre des gens, mais je suis d'accord. Parce que j'ai parfois ce travers-là, que dans l'urgence, je suis plus efficace. Pourquoi? Parce que dans l'urgence, j'ai plus le choix. Tout ce qui ne contribue pas à ce qu'il faut que je livre dans une journée ou 2 heures, je sais que je ne vais pas le faire. Que si je me dis j'ai une semaine pour le faire, je vais peut-être parfois avoir moins la main sur la machette pour gicler tout ce qui ne sert à rien. Donc, dans l'urgence, on peut être super efficace, c'est vrai, parce que je pense, je ne suis pas sûr de l'avoir lu, mais par rapport à ce que j'ai pu lire, ça va un peu dans ce sens-là, on va plutôt mettre le focus sur ce qui est vital, et pas sur ce qui est secondaire. L'idée après, c'est d'être capable d'avoir la même efficacité quand on n'est pas dans l'urgence. Parce que quand on se dit j'ai un projet pendant 15 jours pour aller 5 heures, si je commence à 15 jours moins 5 heures et que j'ai moins de répètes, un rhume, et donc elle a dormi encore moins bien que d'habitude, ce jour-là, la connexion réseau est morte, j'ai finalement une urgence client où là je ne peux pas être en mode production, etc. Je suis mort. Donc, je suis d'accord avec ce phénomène-là, parce que je pense une des raisons principales, c'est que là on a le focus. Mais en général, après ces sessions-là, on est pareil complètement vidé parce qu'on a travaillé de manière super intensive et on avait la partie stress, angoisse de ne pas y arriver ou d'y arriver, qui fait qu'on se liquéfie. Donc ne travailler que sur ce mode-là, c'est risqué parce que ça veut dire qu'à chaque fois on a un temps de récupération qui est long, où on n'est plus du tout productif et sur la durée ça ne tient pas. Mais j'ai envie de dire presque, malheureusement, je constate qu'effectivement, dans l'urgence, il y a beaucoup de gens, t'en as peut-être qui sont complètement paralysés, mais si tu n'es pas paralysé, tu peux être super efficace. Oui? Moi, je suis un peu pas d'accord avec tout ce qui est supposition. Ça peut arriver, par exemple, qu'on mette en place un framework. Ça peut arriver, déjà ça commence bien, ça peut arriver, on est sur un potentiel. Mais mettons en place un framework de données. Ouais. Pourquoi tu as mis un framework? Pourquoi est-ce que tu as mis en place un framework base de données? Non, réponds à ma question. Pourquoi tu as mis en place un framework base de données? Parce que j'ai besoin mettons, j'ai besoin de faire une migration d'une base A à une base B, parce qu'il change de... D'accord, donc tu as mis en place ton framework parce que tu en avais besoin. Ouais. Et pas parce que plus tard j'en aurais sûrement besoin. D'accord, donc tu as un besoin, tu as mis en place un framework. Vas-y. On part sur le fait de supposer. Donc on prend ce qu'on a besoin. Au début, on n'a pas besoin de grand-chose, donc on prend un petit truc. Oui. Et puis il s'avère que le client demande de changement. Il va rajouter ça et ça. Non. Là, tu es déjà dans le futur. Tu dis, je choisis ce framework-là, je fais le minimum, et puis le client me demande, c'est demain déjà, c'est pas le même jour. Donc peut-être que le client ne va pas te demander non plus, je ne sais pas. Attention, j'ai dit qu'on ne faisait pas de supposition, c'est-à-dire que je ne vais pas graver dans le marbre des choses que je suppose qui vont venir dans le futur. Par contre, j'essaie de me laisser toutes les portes ouvertes. Quand j'écris un bout de code, j'écris le code qui est... Alors, le problème avec les mots comme minimal, comme simple, c'est que c'est vachement subjectif et c'est pas évident. Mais j'écris le code qui va juste répondre à mon besoin, mais je l'écris de telle sorte que si demain le besoin change, cela restera possible de le faire évoluer. Je ne l'écris pas en me disant demain j'aurai peut-être besoin de ça et ça. Et donc, le ça et ça, je le prends en compte aujourd'hui. Par contre, quand je l'écris, je me dis si demain j'ai besoin de ça et ça, comment est-ce qu'il faut que mon code soit écrit pour que je ne me ferme pas au changement? D'accord? Si on choisit
je ferai un peu de code, mais d'outils. Oui. Si on choisit un mauvais outil, et puis qu'on se rend compte plus tard parce qu'il y a une demande de changement. Comment est-ce que tu pourrais le savoir aujourd'hui que c'est un mauvais outil? Pas un mauvais outil, mais l'outil pas adapté. Je reprends tes mots, je ne fais que reprendre tes mots. Tout ce qu'on ne peut pas décider aujourd'hui, c'est facile de dire après, ah bah j'aurais dû prendre tel outil parce que maintenant on a besoin de ça. A posteriori, en post-mortem, on peut être tous des dieux. Avoir compris comment on aurait dû faire, machin, bidule. Mais quand on est dans le feu de l'action, et j'ai envie de dire, pour ta migration de base de données, est-ce que tu as besoin d'un framework? Est-ce qu'un ou deux petits scripts, ça n'aurait pas suffi? La première version des applis que je mets en prod, la plupart du temps, c'est du Squelette. Parce que ça suffit. Et que c'est super souple, et je chope le fichier de la base de prod, je la mets sur mon test. Et puis le jour où ça ne suffit pas, je bascule par exemple sur Postgre. D'accord? Il y a des clients avec qui j'ai commencé, c'était même pas un fichier Squelette, c'était juste un document JSON qu'on sérialisait dans un fichier. Ça a permis de faire tourner les premiers mois, pas la première année, mais les premiers mois. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a rien figé dans le marbre. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est dit, bah voilà, maintenant on a une plus claire idée de ce qu'il nous faut. Et donc, on a fait une base qui tenait la route. Que si j'avais dû faire la base au premier jour, je pense que je me serais planté. Même si c'était un grand classique de je stocke des données par des gens qui envoient de l'info dans le système. On a des moments de post-traitement et puis on a du reporting. C'est un grand classique. Mais, au départ, on n'avait pas l'info. Le projet où j'ai moins remis de choses en cause sur la base de données, c'est celui où je suis parti avec une base vide. La première version de la base, il n'y avait rien dedans, à part une table qui est version. Une ligne, une colonne, un numéro. Et tout s'est fait par altération de la base. À chaque fois qu'on avait un nouveau besoin, qu'est-ce que ça a comme impact sur la base existante? On faisait un script qui créait l'évolution de la structure et qui éventuellement faisait de la migration de données à l'intérieur. J'ai jamais eu besoin, entre guillemets, de casser quoi que ce soit, parce que dès le début, j'étais dans un mode où, à chaque fois, je vais faire évoluer la façon la plus adaptée. Si je m'étais pris un mois à réfléchir avec le domaine métier, voilà l'étape qu'il faut faire, j'aurais fait une base qui n'aurait pas passé l'épreuve du temps, et qui en plus m'aurait coûté cher, parce qu'au bout d'un moment, je me serais dit, bon alors, est-ce que je casse ce mois ou est-ce que je reste dessus? Donc si je reste dessus, ça m'aurait pénalisé pour la suite. Si je reste pas dessus, je shootais un mois de travail. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais réfléchir à sa base de données, c'est pas ça que je veux dire. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Si ça se trouve, ton client va déposer le bilan. Et donc d'avoir passé 15 jours à mettre en place un framework, ça aurait été en pure perte. Donc attention à ça. Je ne suis pas non plus parfait, mais j'essaie, dans la mesure du possible, de me poser la question, est-ce que là je suis en train de faire un pari? Et j'aime pas faire des paris. Je parie jamais. Sauf si je suis sûr de gagner. Donc pas quand je fais du logiciel. Pardon. Est-ce que je suis en train de faire un pari, et donc je prends un gros risque, ou est-ce que je suis en train de me contenter de répondre à la question d'aujourd'hui, et que demain je pourrais faire évoluer si ça ne va plus? Et par rapport au framework base de données, pendant quelques temps on a pu travailler avec l'ORM natif sur un projet, et puis il y a un jour où ça coûtait trop cher, 67 secondes pour répondre à une requête, ça commence à devenir... Et bien ce jour-là, on a écrit juste pour cette requête-là, avec une collègue qui m'a aidé, parce que je ne suis pas un crack en base de données, une requête qui passait le temps en moins de 2 secondes. Mais elle avait la compétence pour bien la faire, pas moi. Et ce jour-là, j'ai optimisé. Avant ça, ça ne servait à rien. Parce qu'il m'aurait fallu certainement une semaine tout seul pour la faire, cette requête. Qu'en une semaine, il y avait déjà des choses qui étaient en prod. Donc je ne sais pas ce qui va se passer demain, et donc en contrepartie, j'essaie de prendre le moins de risques. Pratiquement tout est lié à de la gestion de risque. Et là, il va falloir qu'on libère, parce qu'on va se faire gronder par le cours qui est juste après. Merci à vous. Je suis dans le hall pendant 5-10 minutes pour ceux qui voudraient poser une ou deux questions en plus. Et puis bon courage. Et si vous voulez, attendez, non. Merci. Faites-en le moins possible. Ouais. Attention, s'il vous plaît, la semaine prochaine, ce sera sur la propriété intellectuelle. Ce sera un juriste qui viendra. Donc, merci.